Mes bien chers amis, mes bien chers abonnés, bonjour. Aujourd'hui, superbe sujet qui m'a été amené ce matin même par une amie, l'altruisme. Alors ce n'est pas effectivement de vanter les mérites de cette noble caractéristique, mais je pense que l'altruisme devient intéressant dès lors que l'on parvient à ne pas la traiter que uniquement comme une vertu, qu'on commence à la considérer comme une organisation psychique relationnelle. Il y a rarement l'altruisme envers soi-même. On est bien d'accord, ce sont deux termes qu'on va utiliser. Donc qui dit altruisme dit l'autre, la relation à l'autre. Derrière l'altruisme, il y a quoi? Quelle est la mécanique psychique, psycho-affective qui fait que certaines personnes, plus que d'autres, on est bien d'accord, surtout que c'est un petit peu quelque chose qui se perd aujourd'hui, vous avez remarqué, mais effectivement que certaines personnes sont dites très altruistes. Donc ce comportement n'est que ni plus ni moins la parfaite traduction d'une mécanique psychique, particulièrement efficiente dans la relation à l'autre. Parce qu'à la limite, c'est pas le comportement qui va nous intéresser. L'altruisme, on l'a dit, c'est une vertu sociale, pas de problème, on touche à rien. Bravo. Donc souvent le discours classique sur l'altruisme, c'est qu'il se base sur le comportement. Or moi ce qui m'intéresse, c'est la mécanique qui déclenche le comportement. On est un étage en dessous, voire plusieurs. C'est là que c'est intéressant. Parce que oui, derrière aider, donner, être généreux, il y a des choses à comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que deux individus sont capables d'avoir exactement le même comportement, mais pas pour les mêmes raisons. Parce qu'ils n'ont pas la même histoire, ils n'ont pas la même structure, ils n'ont pas la même dynamique psychologique et ils n'ont pas la même dynamique relationnelle. La raison est simple, l'architecture psychique de ces deux sujets n'est pas la même. Et si tant est qu'ils aient les mêmes comportements, ils ne les auront pas les mêmes comportements pour les mêmes raisons. C'est exclusivement là que l'altruisme devient même pas intéressant, passionnant. On va y revenir là-dessus, on va tout décortiquer, c'est le scanner les amis, bienvenue au centre de radiologie psychique. Autrement dit, un acte altruiste ne dit rien à lui seul. Il traduit rien, à part le bon geste social qu'il pourrait représenter, la vertu sociale. L'acte en lui-même ne traduit rien de la structure psychique de celui qui le produit. L'acte. Car derrière l'altruisme, il peut se nicher tant et tant de choses. C'est ici, dans ce qu'on va décrire, qu'apparaît, effectivement, la mécanique psychique qui fait que telle personne œuvre de manière altruiste. Mais c'est pas anodin, c'est pas par hasard. Ça correspond à quelque chose. Autrement dit, est-ce que j'aide réellement l'autre ou est-ce que j'ai besoin de l'autre pour maintenir ma propre stabilité psychique? Elle est là la question de l'acte altruiste. C'est une question extrêmement clinique, au cœur de la vie psychique et des actions commises ou non par l'être humain. Les sauveurs, méfiez-vous des sauveurs, surtout au départ. Voilà, le sauveur, effectivement, il peut paraître très altruiste. C'est pas un don gratos. Vous savez très bien que les personnalités sauveurs, effectivement, il y a une attente, il y a une stratégie. Si on regarde bien, l'altruisme peut être deux choses, soit une capacité de décentrement du moi, l'instance du moi, le régulateur de la vie psychique, entre autres. Donc se décentrer de son moi, ça veut dire moi ça va, je gère, narcissiquement parlant, il n'y a pas de souci, donc je peux m'intéresser à l'autre, m'occuper de l'autre, donner un coup de main à l'autre. Je me décentre, c'est l'altérité. Je rends service à ce qui n'est pas moi, c'est le cas de le dire sans jeu de mots. Alors moi, avec un petit m, l'instance du moi est avec un m majuscule. Donc premier décentrement du moi, donc l'altérité, ou au contraire, bien évidemment, l'extension du moi, c'est-à-dire que ce qui est conflictuel dans votre moi, dans votre régulateur psychique, eh bien effectivement peut s'extérioriser, se projeter sur une personne et il va y avoir un enjeu pour votre moi à agir de telle ou telle manière. C'est-à-dire que vous n'êtes pas bien avec vous-même, il y a du conflit, il y a du contexte houleux et la situation va vous permettre de dépasser, réparer, compenser, oublier votre problématique.
résoudre, réparer, je ne sais quel mot utiliser, elle va avoir un enjeu pour votre moi. C'est-à-dire que la situation est utilisée en tant que telle. L'être humain, il est conscient qu'il a des problématiques, il est souvent dans le déni, caractéristique de protection assez régulière, mais à la limite, il n'est pas toujours conscient qu'il l'utilise, entre guillemets, ou qu'il profite d'une situation altruiste pour l'autre, où il se le vend comme ça d'ailleurs, et ça l'arrange par rapport à lui-même. Pourquoi je vous raconte tout ça? Eh bien parce que bon nombre d'attitudes altruistes, dites altruistes, reposent réellement sur une économie narcissique fragile. Besoin d'être indispensable, besoin d'être reconnu favorablement, positivement, impossibilité à supporter sa propre culpabilité, voire anticiper. Si je ne rends pas ce service, si je ne suis pas là pour l'autre, je pourrais culpabiliser, ou il pourrait, ou elle pourrait me faire culpabiliser. Ce ne serait pas supportable. Donc, j'œuvre. Vous sentez le conflit avant l'action déjà. Et donc l'action n'est qu'un moyen de s'arranger avec le conflit. Vous saisissez cette mécanique? Génial. On l'a vu, la recherche d'une validation extérieure. J'en ai besoin. Je peine à l'obtenir par moi-même. Ça peut également être un maintien artificiel de l'estime de soi. Je suis quelqu'un de bien, j'œuvre, je fais les choses bien pour les autres, je suis quelqu'un de bien, ça maintient l'estime de soi à flot. Le bateau coule pas, ça le maintient. C'est fragilou à souhait, mais ça le maintient. Une recherche de validation identitaire. Je fais des actions favorables pour les autres ou pour quelqu'un, effectivement, ce que l'on me renvoie de moi est une forme d'identité. Je suis quelqu'un de bien, disponible, aux petits soins pour les autres, je sais me mettre en retrait. Voilà, ça fonde l'identité. L'identité, c'est pas la carte d'identité que vous avez dans votre sac, c'est l'identité psychique, je vous l'ai déjà dit dans une vidéo, je ne sais plus laquelle, peu importe. Effectivement, c'est ce qui vous caractérise. C'est vos symptômes, c'est vos syndromes, vos caractéristiques, ce qu'on renvoie de vous, vos points favorables, vos points défavorables, l'identité psychique, votre savoir-faire, votre savoir-être, c'est tout ça. Donc vous pensez bien que si vous êtes altruiste, c'est une caractéristique, on va vous le renvoyer, c'est tellement rare aujourd'hui qu'on va forcément vous le renvoyer coefficient 10, et ça va devenir un marqueur identitaire. Vous avez compris? Ça veut dire que cette utilité altruiste peut être une prothèse narcissique. Fragilisé. Certaines personnes ne savent plus aujourd'hui exister autrement en cherchant à se rendre utile. Et là, il y a forcément un intérêt stratégique. Outre le contrôle dont je vous ai parlé tout à l'heure aussi. Ça, c'est intéressant, ça. Se rendre indispensable. Mais dans quelle mesure? Dans quelle mesure? C'est comme tout. Il y a un fil. Il y a une frontière, il y a un espace où c'est normal. Qu'est-ce qui est normal? Normatif, non problématique, non psychopathologique. Et puis il y a une frontière que vous dépassez où ça devient plus pathologique psychologiquement, ça correspond à des choses plus profondes et plus puissantes. Et puis effectivement, ça peut faire que il y a une certaine toxicité dans la relation qui peut apparaître. Soit d'un côté, soit d'un autre. Parce que celui qui veut être là pour tout, il devient toxique, parce qu'il est un peu vampirisant. Il est un peu intrusif. Et il comprend pas, il fait des crises parce qu'on l'a pas appelé pour telle ou telle raison de lui demander un service. C'est toxique. Alors que la personne est en souffrance. Mais vous verrez que les relations toxiques, c'est souvent des personnes en souffrance. C'est que finalement, l'altruisme, dans certains cas de figure, j'ai pas dit dans tous les cas de figure, dans certains cas de figure, c'est plus vraiment une ouverture à l'autre. Vous avez une autre lecture, c'est plutôt bien, mais un mode de consolidation du moi. C'est d'ailleurs pour ça, les enjeux, c'est d'ailleurs pour ça que certains altruistes, certaines personnes qui œuvrent de manière altruiste, s'effondrent littéralement quand on ne leur dit pas « bravo, bien joué », quand on ne leur présente pas de compliments, quand on ne les remercie pas, du moins, soit elles s'effondrent, soit il va y avoir une blessure. Elles vous en parleront ou pas. Attention, ça peut revenir quelques années après. Je dis pas qu'il y a une réciprocité, mais s'il y en a un qui est toujours altruiste et puis l'autre qui prend, il va y avoir un déséquilibre, je vous le dis tout de suite. Mais là, on n'est pas dans les relations humaines avec comment ça marche et ainsi de suite. On est dans la mécanique psychique qui explique pourquoi une personne est altruiste.
On n'est pas dans un agencement relationnel entre deux personnes. Et très vite, d'ailleurs, si on rentre là-dedans, on vient de le faire en 30 secondes, c'est bouclé. Effectivement, si c'est une relation unilatérale et qu'il y en a un qui donne beaucoup et l'autre qui prend beaucoup, même si quelque part la personne a cherché finalement quelqu'un qui avait un système un peu défaillant pour pouvoir être sûr de pouvoir lui rendre service, entendez la mécanique, on peut se retrouver prisonnier d'un choix. On est bien d'accord, parce que vous allez attendre quelque chose, mais si vous n'avez pas la gratification, il va y avoir un déséquilibre. Certaines personnes peuvent devenir très agressives quand leur aide qu'elles proposent, les personnes, hommes, femmes, peu importe, est refusée. Ou vous êtes arrangé autrement. Forcément, il y a une blessure narcissique qui est réactive d'autres blessures. Vous comprenez mieux maintenant. Vous saisirez aussi pourquoi ces personnes-là peuvent avoir tendance. C'est à évaluer au cas par cas, n'est-ce pas la casuistique, la fameuse, à chercher et à trouver des personnes un tantinet, je dis bien un tantinet dysfonctionnel. Parce que quelqu'un qui est dysfonctionnel, il va avoir plus besoin de ton aide. Et il n'est pas lui-même toujours capable de dire « Non, non, mais je vais gérer, t'inquiète ». S'il est dysfonctionnel, il sait qu'il n'est pas bon gestionnaire. S'il n'est pas bon gestionnaire, il va voir ton aide arriver plutôt d'un bon œil. Donc, il y a un repérage, bien évidemment. Il n'y a que celui qui a un moi bien arrimé et un bon sens de l'altérité, qui est capable de se mettre en retrait, qui a un bon narcissisme, pas de problème, une bonne empathie, vous voyez, tous nos copains là dont on parle sur la chaîne depuis 3 ou 4 mois là. Cela, tout ça, c'est aligné dans le bon sens du terme. Ok, je te donne un coup de main, mais abuse pas de moi. Mais je te donne un coup de main. Ça, c'est pas mal. Toute autre personne qui n'a pas effectivement ces caractéristiques bien alignées risque d'agir. Ça ne veut pas dire que ce sont des mauvaises personnes, mais effectivement, elles agissent avec une forme de stratégie à des fins qui leur sont stricto sensu personnelles. C'est-à-dire que ça va leur apporter une gratification, consciente ou inconsciente, relationnelle, affective, estime de soi, narcissique, et j'en passe. Si vous captez ça, je suis fou de joie, il fait 32 degrés à Paris, mais je serais fou de joie. Vous avez vu que j'ai pas de veste aujourd'hui. Profitez-en, c'est quand même vachement rare. Mais le truc, c'est ça qu'il faut arriver à comprendre. Si vous captez ça, je suis fou de joie. C'est bon, on a fini, j'arrête la chaîne YouTube. C'est réglé, je pourrais pas faire mieux que ça, donc j'arrête tout. Je reste. Ça me fait penser au jeu où le mec il a gagné, je sais pas, 2000 balles, et on lui dit, alors, la prochaine fois vous venez, c'est 10 000. Là, vous avez 2000. Qu'est-ce que vous faites? On te la joue suspense et tout, mais en fait, on sait très bien que le mec il va dire, bah je prends 10 000. C'est rare quand le mec il dit, allez, donne-moi mes 2000 balles, je me casse. C'est quand même plutôt rare. Pardon pour ça, ça c'est typiquement une digression, n'est-ce pas? Une de plus. Vous mettrez ça dans le bêtisier. J'en ferai un pour les 50 000 abonnés. On est dans la merde, hein, parce qu'on est qu'à 28 000. Je vous le dis tout de suite. On pourrait donc presque distinguer 3 niveaux. L'altruisme primaire, autrement dit le besoin de reconnaissance. C'est un altruisme conditionnel. La personne donne pour être aimée. La personne donne pour être vue. La personne donne pour être validée. La personne donne pour éviter le rejet. La personne donne pour réparer une image interne fragilisée. L'altruisme primaire. Ici, l'autre, l'action menée pour le compte de l'autre, devient une tentative de réparation narcissique. L'acte paraît tourner, il est vers autrui, mais psychiquement, vous l'avez compris, style boomerang, il revient vers l'auteur. On va avoir un deuxième type d'altruisme, l'altruisme défensif. C'est intéressant celui-là cliniquement aussi. Aider, finalement, permet d'éviter son propre vide, d'éviter la confrontation à ses propres affects, d'éviter sa conflictualité interne, de maintenir un sentiment de contrôle. Aider, c'est éventuellement maintenir également un sentiment de contrôle. Certaines personnes ne supportent pas l'inactivité psychique intérieure. Alors il faut agir. Comme ça, il n'y a pas d'autoconfrontation à soi. C'est un moyen de s'éviter, on en a parlé tout à l'heure. Elles se structurent, ces personnes, dans le faire pour l'autre. C'est l'évitement de soi. Le soin à l'autre, l'activité pour l'autre, l'altruisme pour l'autre, devient parfois un anesthésiant existentiel. C'est un angle rarement abordé, et pourtant. Et puis on a, heureusement, l'altruisme mature. On en a parlé tout à l'heure furtivement. Un moi bien constitué, bien ancré, sérieusement arrimé. Une bonne estime de soi. Un bon développement narcissique. Il y a toujours des blessures, hein. Personne n'a un truc parfait. Hein. Bonne altérité. L'autre, il est bien différent de moi. C'est pas un objet. Je fais pas mumuse avec. Ça m'intéresse pas. Il est pas là pour réparer les bidons. C'est la véritable reconnaissance de l'altérité. C'est plus rare, mais heureusement, il y en a. Désespérez pas, désespérons pas.
c'est aider sans fusion, sans attente particulière. Il n'y a pas de dette, il n'y a pas de réparation, il n'y a pas d'emprise, ni dans un sens ni dans l'autre. Il n'y a pas d'attente narcissique majeure, il n'y a pas d'enjeu sur ce terrain-là. Ça a lieu, tant mieux, ça n'a pas lieu, tant pis. La personne ne partira pas dans une révolution psychique. C'est accepter que l'autre reste l'autre, c'est-à-dire ce qu'il est. La valeur de l'autre, c'est quoi? Ben, c'est d'être autre. La valeur de l'autre, c'est quoi? C'est d'être autre. C'est parce que l'autre est autre que c'est formidable la relation à l'autre. Si l'autre n'est plus réellement lui-même et qu'il devient un produit de votre désir, bah d'abord il devient un peu objet, c'est très contrariant, c'est très désobligeant. Mais à la limite, vous ne voyez plus ce qu'est l'autre. Alors là, je vous parle de gens qui sont des gens bienveillants. Pas quelqu'un qui va vous utiliser, les pervers, les manipulateurs, les pervers narcissiques, ainsi de suite. Évidemment que non. Quelqu'un de bienveillant, quelqu'un d'agréable, bien sûr. Un pervers, manipulateur, repérez-moi ça le plus rapidement possible et freinez avec tout ce que vous pouvez freiner, bien sûr. Avisez d'autre chose, éloignez-vous. C'est là que je pense, puisque toutes les vidéos ont un lien, c'est une chaîne, il y a 347 vidéos sur la chaîne, ça va être la 348e, ce sont des maillons, elle est grande la chaîne, hein, je vous le dis tout de suite, hein. Vous pouvez la remonter, hein, il y a 7 ans d'histoire, hein. J'ai changé en plus, je regarde les vidéos il y a 7 ans, je me reconnais pas, pourtant ça doit être moi je crois, mais j'ai un doute, hein, vous me direz, hein. C'est là, toutes les vidéos sont liées, c'est là qu'intervient réellement, à mon sens, la véritable notion de l'empathie. Non pas, on en a parlé, je vous en ai même fait 2 des vidéos pour reclarifier ce que j'avais déjà clarifié, je sais pas comment ça s'appelle dans ce cas-là, reclarifier. C'est reconnaître une existence psychique distincte de l'autre. C'est ça l'empathie. C'est quelque chose que vit l'autre, mais c'est pas moi, c'est l'autre. Je m'en fais une représentation, on va pas retomber là-dedans les amis. Ah non, je vous ai déjà fait 2 semaines là-dessus. Cela suppose une stabilité du moi, le coordinateur de la vie psychique, le gestionnaire. Enfin, il essaye avec les outils qu'il a à disposition. Plus un moi est fragile, plus il instrumentalise la relation à l'autre. Les relations humaines sont bien souvent des relations de tractation, c'est bien le problème. Il y a un enjeu, c'est le souci. Comment repérer que vous êtes l'enjeu de l'autre, l'objet de l'enjeu de l'autre? Très compliqué, surtout au départ, surtout quand t'es accro, quand t'es amoureux, quand t'es dépendant, quand il te faut ta dose de regard, d'amour, de bisous, de ce que vous voulez, je vais pas vous faire un dessin, et ainsi de suite. Quand t'es addict à ça, va te retrouver des explications pour dire oh là oui d'accord il y a tout ça c'est génial, mais je vois des choses obscures à côté. Comment je le fais? Il y a aussi un autre critère assez génial, les personnes réellement altruistes parlent. J'ai bien dit réellement altruiste. Donc ils ne demandent pas, qu'ils ne cherchent pas une réparation de leur moi. Le moi est structuré. Il n'est pas défaillant. Ces personnes-là, elles ne parlent pas de leurs actes altruistes. Pas besoin. Ça répare rien, donc c'est pas la peine d'en faire des caisses. Pourquoi? C'est super simple. Parce que quand un acte altruiste n'est plus destiné à soutenir l'image de soi, de son narcissisme, de son estime de soi, eh bien il devient moins nécessaire d'être reconnu pour cet acte-là, tout simplement. Il n'y a pas d'attente, il n'y a pas d'enjeu. C'est un don. Plus quelqu'un en parle, se met en avant, plus il en attend quelque chose. Et plus quelqu'un n'en parle peut-être pas, mais attend que vous lui en parliez, pareil, il y a des éléments stratégiques. C'est un marqueur clinique tout à fait intéressant. L'altérité véritable là-dedans implique une chose fondamentale, c'est que l'autre ne nous appartienne pas. On l'a dit, le charme de l'autre, c'est simplement qu'il soit autre que nous. Beaucoup d'actes altruistes échouent à ce degré-là, butent sur cette marche-là, parce que certaines personnes, prétendument altruistes, supportent mal l'autonomie de l'autre. On en a parlé tout à l'heure, c'est pour ça que certains sauveurs échouent précisément ici. C'est pour ça que certains sauveurs deviennent carrément hostiles parfois. Lorsqu'une personne aidée, qui a permis effectivement d'occuper ce rôle et surtout cette fonction psychique, devient distante, ce qui réparait mon moi ou le mettait à minima pour éviter de s'effondrer, s'en va.
comment je vais compenser? Et donc il y a un enjeu psychologique, une déstabilisation absolument considérable. Intéressant, je ne cautionne pas, je vous explique, hein. Intéressant de comprendre cette mécanique-là. L'aide qui était apportée à l'autre, à la personne qui s'éloigne, qui s'est barrée, eh bien l'aide perd cette fonction narcissique, réparatrice. En synthèse extrêmement furtive, on va revenir sur chacun de ces points. Soit une véritable reconnaissance de l'altérité. Donc je viens donner et prêter main forte à quelqu'un autre que moi, l'altérité, et qui a besoin de moi. Très bien, le top de l'altruisme. Mais on pourrait voir tant et tant d'autres choses. Une tentative de régulation narcissique, en cas d'une petite atrophie narcissique. On pourrait y voir d'autres choses, un besoin de maîtrise relationnelle. Pendant que tu fais de l'altruisme, t'es dans l'affaire, tu contrôles un peu les débats. On peut y voir aussi des carences qui vont générer une peur de l'abandon. La peur de l'abandon, tu te mets à œuvrer, tu rends des services, pour pas qu'on t'oublie. Autrement dit, une stratégie d'existence psychique grâce à ton don altruiste, dit altruiste, prétendu altruiste, t'existes, t'es là, on t'oublie pas. Ça peut être aussi un truc assez intéressant, l'évitement de soi. Comme beaucoup de personnes ont des relations très compliquées, très pénibles avec elles-mêmes. La cohabitation est un tantinet compliqué, vous comprenez? Eh bien effectivement, tu te tournes vers les autres, tu regardes les autres, tu donnes un coup de main aux autres. Pendant ce temps-là, tu t'occupes pas de toi. Tu t'auto-négliges ou tu t'évites. Et ça, c'est intéressant aussi de voir ces aspects-là. Tu peux avoir aussi potentiellement une dette. Imaginez, non pas dans une autre vie, n'exagérons rien, mais dans votre vie, que quelqu'un, vous avez une dette envers quelqu'un, je parle pas de pognon, bien évidemment, une dette affective, une dette relationnelle, vous avez regretté, vous êtes tout à fait capable de projeter cela, la mécanique de réparation, sur une personne qui a besoin de votre aide, ou pas, ou vous estimez que la personne a besoin de votre aide, et vous lui apportez votre contribution. Il est tout à fait possible inconsciemment, ce ne l'est plus, il est tout à fait possible inconsciemment qu'effectivement vous répariez, compensiez, vous arrangiez, acquittiez votre dette, une dette relationnelle, une dette de l'ordre d'être là pour l'autre. Effectivement, il faut savoir s'acquitter de sa dette. Donc on retrouvera toujours une situation dans la vie qui fait qu'on peut régler notre dette envers quelqu'un, de manière projetée. C'est pas à cette personne qu'elle s'adressait, mais finalement elle atterrit chez cette personne. Ou même, bien évidemment, une forme de dépendance affective. Ce qui fait que finalement, comme la seule chose qui vous intéresse, c'est le lien à l'autre, c'est d'être à proximité de l'autre, d'être là pour l'autre, vous êtes en retrait. Toute dépendance affective crée une personne en retrait d'elle-même qui n'œuvre que pour l'autre. Eh bien, vous pouvez effectivement être très altruiste, tourner vers l'autre, je suis pas sûr que vous soyez bien dans vos chaussures, par dépendance affective. Ce qui m'intéressait, c'était pas d'avoir un discours moral sur l'altruisme, c'est pas très intéressant ça. C'est la notion du développement psychique que ça peut avoir chez les personnes qui sont dites altruistes. Ce qui me paraissait important, c'était la lecture structurale des choses. La lecture légendaire, lecture structurale des dynamiques relationnelles entre les êtres humains. Mais sachez que derrière ce qui est présenté, présentable, favorablement, il peut y avoir un côté obscur. C'est tout. Vous êtes des êtres aguerris maintenant, c'est ça qui est bien, c'est ça qui est génial. J'espère, je suis content d'avoir participé un petit peu à l'évolution de vos connaissances, les amis. J'espère vous avoir intéressé, prenez tous un immense soin de vous. À très bientôt pour un autre thème, tout aussi, j'espère, attrayant et moustillant, qui nous permettra de voir tant et tant de choses. À très bientôt.